Peut-être, puisque je dois prononcer les conclusions, je vais peut-être changer de lieu et me mettre, pour mieux contrôler le temps, me mettre devant, plus près de vous, et puis ça me ramène à mes années de professorat qui ne sont pas si lointaines que ça. J'ai eu le plaisir de retrouver ici 3, je crois, de mes anciens étudiants, et ça m'a fait un très grand plaisir. Non moins grand le plaisir d'être ici à l'invitation du professeur Blanco, et c'est pour moi un très grand honneur et un très grand bonheur que d'avoir à conclure cette importante et intéressante et même passionnante journée. C'est une grande chance. Alors, je veux commencer par un rapide avertissement sur mon allure générale. Vous devez penser qu'en fait, je me suis trompé, que je n'allais pas à Orléans, mais que j'allais à Blois pour jouer une pièce de théâtre qui se sera appelée Le Balafré. Non, je ne viens pas jouer au Duc de Guise. Et c'est un petit accident qui, j'espère, bientôt me rendra à la peau toute lisse et toute fraîche qui est habituellement la mienne. Donc, je vais conclure ces travaux et je dois vous dire que c'est bien sûr très difficile, ça c'est un lieu commun, de dire que vu la densité de ce qui a été dit, la richesse des communications et des débats, je ne vois pas comment je pourrais faire autre chose que résumer très rapidement, et encore, pourquoi résumer ce qui a été très bien compris. Alors je me bornerai à une petite observation, à une sorte de synthèse succincte. Je dois vous dire d'ailleurs que j'ai hésité sur le plan, parce qu'il y aura surtout un plan. J'ai hésité sur le plan parce que je m'étais finalement sur le bilan de la loi de 1995, il y a deux façons de la voir. On pourrait penser d'abord que ça a l'air d'être une révolution, et puis finalement, c'est évident. Ou bien on pourrait penser, et c'est finalement l'optique que je prendrai, surtout à la suite des travaux de la journée, que ça a l'air ordinaire, mais qu'en réalité, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'à première vue, cette loi de 1995, elle n'a rien que de très banal. Après tout, l'autorité de la chose jugée, ça existait déjà. Cette loi d'ailleurs a été adoptée sans aucune difficulté, elle relève de l'évidence. Mais en réalité, cette loi de 1995, elle se révèle une transformation profonde, j'allais dire déterminante et déchirante de notre contentieux administratif. Alors il y a un mot que j'ai trouvé au cours des débats et qui serait digne de mon amphithéâtre de Bordeaux, c'est la réforme énorme. Voilà. Et cette réforme énorme, je crois qu'on peut la caractériser à deux points de vue. À la fois, là aussi, c'est un plan de TD, son apport et sa portée. Je recommandais souvent ce genre de plan à mes étudiants, quitte à l'habiller, bien sûr. À la fois dans ce qu'elle a apporté, dans ce qu'elle a induit, et je dirais, pour faire plus simple encore, au plan des principes et au plan de la pratique. Alors, au plan des principes, d'abord, ce qui nous ramène un tout petit peu en arrière dans l'histoire du contentieux administratif, mais chacun sait que le contentieux administratif, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, il fait corps avec son histoire, il est histoire. Donc, au plan des principes, c'est vrai cette loi de 1995 a constitué quelque chose de considérable. Elle a renversé tous les tabous, tous les vieux principes. Je dirais qu'elle a, pour reprendre une expression d'autrefois qu'avait employée, je crois, Roland Drago, elle a libéré la juridiction administrative de toutes les entraves visibles et invisibles. En réalité, il y avait bien eu au début, et ça a été souligné au cours de ces débats, il y avait bien eu au début du XXe siècle tout un mouvement pour prolonger le contrôle du juge par des contraintes.
Ça semblait assez logique d'ailleurs. Il faut se souvenir de ce qu'a été le contentieux administratif dans les années 1900, cet extraordinaire mouvement de jurisprudence qui conquérait peu à peu tous les bastions de l'ancien pouvoir discrétionnaire. J'allais dire que le Conseil d'État volait un peu comme Napoléon autour de l'île d'Elbe, de clocher en clocher, démantelait peu à peu tous les vieux principes de la jurisprudence du XIXe siècle. Et puis, alors qu'il développait ses contrôles, il a été tenté, c'est vrai, il a été tenté tout naturellement d'introduire également des contraintes. Il y a même eu, j'ai trouvé un arrêt dans lequel une astreinte a été attribuée par le Conseil d'État. C'était en 1908, à la compagnie du gaz d'Alger, compagnie d'éclairage d'Alger, compagnie générale d'éclairage, pardon, un arrêt de 1908, 4 août 1908, ça aurait pu être la nuit du 4 août, 4 août 1908, le Conseil d'État a prononcé une astreinte. Et bien sûr, toute la doctrine réclamait. Ça a été évoqué aussi au cours de tous nos débats. Gaston Gesse, bien sûr, l'enfant terrible du service public, qui disait que les anciennes solutions étaient injustifiables. Duguy, Oriou, tous les auteurs ont réclamé. Et le Conseil d'État a été tenté d'aller plus loin. Il a bien été tenté à travers toutes les formules qui ont été évoquées, Simeonem, etc. Et la sanction très violente, très virulente de la méconnaissance de la chose jugée. Et puis il y a eu le coup d'arrêt. Le coup d'arrêt qui s'était manifesté dans un arrêt du 27 janvier 1933, l'arrêt Leloir. Dans cet arrêt, le Conseil d'État avait affirmé, un arrêt de section, donc un arrêt tout à fait essentiel, un arrêt dans lequel le Conseil d'État avait affirmé que, considérant que s'il appartient au juge administratif de constater les obligations des parties, il ne saurait s'immiscer dans le fonctionnement du service public en adressant, sous la menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à l'administration. Alors cet arrêt, qui a été rendu d'ailleurs, le rapporteur, cette affaire était Bernard Chenot, c'est probablement un hasard, mais cet arrêt Leloir a été comme un arrêt de fermeture, de clôture du mouvement. Alors qu'au début du XXe siècle, encore une fois, on aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller jusque-là, la doctrine le réclamait, et c'était dans la logique des choses. Alors, le Conseil d'État n'a pas voulu aller plus loin. Bon, ça peut se comprendre. Je dirais plusieurs motifs rapidement. Qui sont assez évidents. D'abord, je pense que il était déjà allé très loin. Et puis, il a pensé qu'il y avait un danger d'affirmer des pouvoirs qui n'étaient pas forcément en mesure de garantir. C'est bien joli de donner des ordres formels. Mais si on n'est pas suivi, hein, c'est l'histoire, vous avez tous été lycéens, moi aussi collégien, c'est le pion chahuté, hein, qui a beau commander, ordonner, exiger, mais qui n'est pas respecté. Or, le juge, il n'a pas de gendarme, puisqu'il faisait des ordres aux gendarmes lui-même. Donc il y avait un risque, et puis je pense qu'il a pensé tout simplement qu'il n'avait pas besoin, que des moyens indirects seraient beaucoup plus efficaces, et qu'en somme, un jour, l'indépendance de l'administration tomberait toute seule, comme un fruit mûr ou comme un fruit pourri. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Le Conseil d'État n'a pas eu besoin d'affirmer ses pouvoirs. Ils sont venus tout naturellement. Alors bien sûr, il a fallu attendre tout de même les années récentes. La loi, on a expliqué pourquoi une loi était supérieure, était préférable. La loi est intervenue, c'était indispensable. Ça n'aurait pas été la loi, on l'a évoqué ce matin, ça aurait été la jurisprudence. On ne pouvait plus faire autrement. Il y avait la pression des administrés, la logique du contrôle du juge, l'exemple des pays étrangers et la France. La France, qui était dans le peloton de tête de la justice administrative, allait se trouver la voiture balai. Et nous qui étions la lumière du contentieux administratif dans le monde entier, nous allions nous trouver dans l'ombre, dans la pénombre. Et donc la juridiction administrative française n'avait de choix, alors que ce soit par la loi ou autrement, n'avait que le choix que d'introduire, d'admettre, de consacrer ses pouvoirs, ou mourir, ou périr. Et donc, en cela, ça a bien tout de même été une réforme énorme, parce qu'il fallait
déboulonner les anciens tabous, les anciens dieux, et enfin proclamer, même si je sais bien que ça ne reste pas le principe, le pouvoir d'injonction n'est pas de principe. Il arrive encore que le Conseil d'État reconnaisse qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions. Mais en dehors des cas, mais justement ces cas, ils sont de plus en plus nombreux et pas nombreux ponctuellement, nombreux à titre très général. Donc réforme très importante sur le plan des principes. Ça a vraiment rénové complètement notre contentieux administratif. Et puis loi énorme, réforme énorme, disais-je aussi en ce qui concerne la pratique. Je serai plus rapide encore parce qu'on l'a beaucoup développé et j'ai trouvé que c'était une des parties vraiment les plus passionnantes aussi de nos travaux, de montrer tout ce que la loi de 1995 avait induit. Elle est importante pas seulement par ce qu'elle a fait, mais par ce qu'elle a entraîné. Et de beaucoup de choses. On est même surpris quand on regarde, bien sûr, cette loi n'explique pas à elle toute seule toutes les transformations actuelles de la justice administrative, mais elle y a puissamment, elle y a sacrément contribué. Un peu dans le désordre, le vrac, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes. Bien sûr, je commence par ça. Elle a valorisé le juge administratif de premier degré. Ça, c'est sûr. Déjà, beaucoup d'éléments ont contribué depuis 1953 et surtout dans la période la plus récente, je pense aussi au référé de la loi de 2000, à donner une présence nouvelle à la juridiction de premier ressort. Eh bien, la loi de 1995 n'a pas peu compté dans cet extraordinaire mouvement. Ça a valorisé aussi le juge administratif en général. Ça a valorisé la justice administrative et ça a contribué à légitimer notre juridiction administrative qui était parfois si combattue, si contrariée, si réprouvée comme étant injuste, comme étant inacceptable, comme étant une dérogation. Voilà une justice qui était finalement une vraie justice disposant et usant d'importants moyens. Et puis, elle a aussi eu un effet considérable, que je ne développerai pas davantage, sur les pouvoirs du juge. Et c'est sûr que, et ça m'a beaucoup impressionné pendant ces débats, que bien des jurisprudences plus récentes sont la conséquence, sont le fruit, sont l'enfant de cette réforme de 1995. Bien sûr, la jurisprudence AC, c'en est la conséquence. Parce que le juge administratif, désormais, et il est obligé d'ailleurs, est devenu beaucoup plus attentif aux conséquences de sa décision. Le temps n'est plus, c'est mon époque, hein, l'époque où je faisais ma thèse, l'époque où j'étais étudiant, où le juge administratif il avait une vision, c'est illégal, j'annule. Et d'ailleurs, on a été content. Je me souviens ce que disait un de mes maîtres, le conseiller d'État Jean Kahn, qui écrivait dans une de ses conclusions, ou qui disait dans une de ses conclusions, l'administration mérite d'être prise au sérieux, même quand elle se trompe. Et donc là, c'est illégal, c'est illégal. Nous ne sommes pas un bureau de rectification, un bureau de redressement au tribunal. C'est illégal, ça doit être annulé, l'administration n'a qu'à refaire. Tout ça a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faille être plus tolérant, mais le juge essaie d'être plus réaliste, plus présent sur la scène administrative. Et dès lors qu'il a sanctionné les conséquences de ces annulations, il devient nécessairement beaucoup plus attentif au contenu même de sa décision. Et je crois donc que toutes les jurisprudences, l'AC, etc., la nouvelle jurisprudence sur vice de procédure, et tout ça, c'est tout à fait impliqué par la décision de 1995. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas beaucoup de problèmes, qu'il ne reste pas des difficultés. Ça a été évoqué aujourd'hui aussi. Il va y avoir bientôt une QPC qui sera jugée d'ici un mois ou deux sur le problème de l'astreinte et du régime de l'astreinte. C'est vrai, un des griefs qu'on faisait à l'astreinte, pour ne pas l'admettre, c'est qu'elle n'avait pas de sens en droit public. Elle n'a pas de sens.
pas de sens, puisque c'est une condamnation, d'abord, vis-à-vis du bénéficiaire, si c'est le particulier, parce que c'est un enrichissement qui est distinct, différent et supérieur à celui du préjudice subi, et puis vis-à-vis des personnes publiques, surtout quand on dit que l'astreinte sera versée à l'État lui-même. Alors c'est l'État qui se paye, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors donc il va y avoir cette QPC, ça montre qu'il y a encore des problèmes, mais au total, et ce sera ma conclusion, véritablement c'est une très grande transformation du contentieux administratif. Je ne dirais pas refondation, parce que le Conseil d'État ne va pas être refondé tous les jours, il a été fondé une fois, ça suffit. D'autant plus qu'une fondation, c'est du vivant. Et justement, je me rappelle avoir employé cette expression dans une étude sur la justice administrative. La fondation, c'est vivant, c'est continu. Il y a une progression, il y a une transformation. Et on sait bien que la justice administrative, la juridiction administrative, que ce soit par elle-même ou par les effets des législations qui l'ont entourée, n'a cessé d'évoluer, de se transformer, elle n'a cessé de vivre, et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, on peut dire que la justice, la juridiction administrative vivent. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, chers collègues, pour cette conclusion aussi vivante que passionnante. François Prié commençait ce matin en nous disant qu'il fallait respecter les horaires. Avec le recul, je crois qu'il s'agissait d'une injonction. Les injonctions doivent être exécutées et par conséquent, j'ai l'honneur de prononcer la clôture de nos travaux, non sans avoir remercié à nouveau les intervenants et les organisateurs de cette belle manifestation. Merci Pierre. Alors juste un petit mot pour terminer, pour remercier d'abord les intervenants, tous ceux qui ont été présents aujourd'hui, le public. Remercier aussi ceux qui m'ont accompagné dans la préparation de cette journée. Je pense évidemment à mes collègues François Prié et Alexis Zarka. Je pense aussi aux membres de la juridiction administrative, au tribunal administratif d'Orléans, Madame le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents. Merci beaucoup d'avoir témoigné votre intérêt pour ce projet. Merci aussi à ceux qui ont contribué à l'organiser. Je pense à mes doctorants qui sont ici présents, qui ont tous répondu présents, qui ont donné de leur temps. Merci également à Madame Laurence Salé, qui n'est pas présente, mais qui a aussi donné beaucoup de son temps et qui était aussi présente aujourd'hui. Merci à tous et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir ici même pour d'autres projets. Merci. Bravo.